autorského čtení. Dnešním hostem je francouzská pařížská spisovatelka Veronique Ovalde, která nám přijela představit svůj poslední román. Chtěla bych o ní říci, že do literatury vstoupila v roce 2000 svým prvním románem Le sommeil des poissons, sny ryb. Od té doby vydala dalších 5 románů a jeden román pro mládež ve spolupráci s Joël Jolivet, s ilustrátorkou, a společně za tuto knihu obdrželi stipendium Goncourt za román pro mládež. Jinak autorka je nositelkou řady ocenění. Za ten poslední román bych chtěla jmenovat zejména cenu France Television. A jinak k tomu románu, ze kterého dneska uvidíte úryvky nebo budete číst úryvky, bych chtěla říct, že se jedná o směs magického realismu a vlastně normálního realismu. Jsou tam popisovány pocity 3 žen, příběh 3 žen, který se prolíná, který dostává svůj existenciální rozměr v průběhu celé knihy a který nás zavede do fiktivní země na ostrov Vatapanana. Takže prosím, přivítejte na pódiu Veronique Ovalde. Dobrý večer. Rose Bustamante, la grand-mère maternelle de Vera Candida, avant de devenir la meilleure pêcheuse de poissons volants de ce bout de mer, avait été la plus jolie pute de Vatapuna. Répudiée à 14 ans par sa mère, parce qu'elle n'était plus vierge, Rose Bustamante avait vécu chez des cousins sur les hauteurs de Vatapuna. Les cousins en question étaient ceux dont les fils avaient fréquenté d'un peu trop près Rose Bustamante. On n'avait pas su si c'était pour cette raison qu'ils l'avaient accueillie chez eux. Ils l'hébergèrent pendant quelque temps avec une sorte d'indifférence fruste, comme si elle avait été une biquette de plus. Rose Bustamante avait fini par descendre à Vatapuna et faire ce que sa mère avait prédit qu'elle ferait. Elle s'était mise à son compte dans la cabane, aujourd'hui transformée en snack miteux. Ses clients pouvaient baiser avec elle pour une somme raisonnable en écoutant la mer qui tout sautait sur la plage, tout devant, à l'abri derrière la portière en capsule plastique multicolore. À 40 ans, se considérant trop vieille pour continuer son ministère, Rose avait cessé d'être pute. Elle ne se voyait pas travailler exclusivement de nuit pour ne pas effaroucher le chaland et n'imaginait pas se faire toute petite sur sa paillasse afin que ses rondeurs amollies passent pour des plis du drap. Elle s'était acheté une barcasse, une épuisette et un chapeau à large bord et s'était mise à pêcher les poissons volants pour les vendre au marché le mercredi et le samedi. Elle était habile, délicate et dure à la tâche, toute qualité qui lui avait fort servi dans ses 2 métiers. Jusque-là, Rose n'avait pas eu d'enfant parce qu'elle ne le pouvait pas, ce qui avait été bien pratique. Elle trouvait le monde assez instable et violent pour se réjouir ouvertement de n'avoir pu enfanter. Très peu pour moi, disait-elle, assise à son étal sur le marché à 1 ou 2 vieilles commères près d'elle qui lui enviaient ses poissons volants et les bracelets qu'elle portait au poignet. J'ai le ventre sec et la vie plus simple. Et les vieilles acquiesçaient en la plaignant et en la jalousant tout à la fois, causant, dès qu'elle avait son joli dos tourné, elle fanfaronne. Mais elle est bien malheureuse, la pauvresse. Personne ne s'occupera d'elle dans ses vieux jours. Rose n'avait jamais été importunée à cause de son premier métier, ni pendant qu'elle exerçait, ni après qu'elle l'avait abandonné. Les femmes avaient été assez naïves pour penser qu'avec une Rose au village, leurs hommes n'iraient jamais chercher plus loin, et elles étaient assez rouées pour lui être reconnaissantes de faire ce qu'elles-mêmes ne voulaient plus faire, aussi souvent et avec d'aussi jolissima gré qu'au début de leur mariage. Rose avait donc eu la paix pendant des années, et sa vie ne se compliqua qu'avec l'arrivée de Geronimo à Vatapuna. Rose connaissait
déjà 2-3 choses à propos de Geronimo quand elle apprit qu'il approchait du village. Sa réputation l'avait précédé comme c'est le cas pour tous les brigands, les joueurs professionnels ou les playboys aux yeux verts. Même dans cet endroit reculé du monde, à l'extrémité ouest de l'île, dans le village de Vatapuna, on avait eu vent de Geronimo. Ce fut au marché que Rose fut informée de son arrivée. On avait l'impression d'entendre parler d'un cyclone. Trajet, force des vents, espoir d'y échapper, certitude de finalement se retrouver pile au centre de son œil. Rose vendait ses poissons volants sans se préoccuper outre mesure de la rumeur. Elle avait mis au point des techniques d'évitement. L'air d'être là sans y être, le sourire entendu, le hochement de tête, une absence étudiée et bienveillante, comme si tout cela ne l'affectait pas directement. Elle aurait bien aimé certes être concernée, mais allait savoir pourquoi. Les rumeurs ne réussissaient jamais à la passionner ou à la faire sortir de ses pas. Dans le cas de Geronimo, on parlait beaucoup d'argent volé, de morts suspectes et de frasques jet set. Personne à Vatapuna ne parvenait à prononcer jet set. Et d'ailleurs, aucun de ceux qui employaient ce drôle de mot ne savait véritablement ce qu'il recouvrait. Ils avaient dans l'idée qu'il s'agissait essentiellement de gens qui passaient leur temps à sillonner les ciels du monde entier à bord de leur jet privé. En définitive, le terme englobait une sorte d'ennui de Richard et une vie désespérante et sans contrainte. On racontait à Vatapuna que Geronimo était protégé et faisait des affaires. On disait qu'il avait fait trucider 2 ou 3 anciens cadres du pouvoir, tout ça en chaussures bicolores, et qu'il trimballait des valises de dollars. Imaginez comme Rose Bustamante, née pute de première main, reconvertie dans la pêche aux poissons volants, pouvait bien s'en tamponner de cette histoire de Geronimo, le détrousseur de casino. Geronimo atteignit donc Vatapuna sans que Rose Bustamante eût la moindre intuition ou le moindre rêve prémonitoire. Il arriva en voiture, et il aurait tout aussi bien pu débarquer en chemin de fer, tout seul dans une locomotive, avec des types pour poser les traverses et les rails juste 3 mètres avant la locale, et avancer comme ça, pas à pas, au rythme du travail de ses esclaves. Ça n'aurait pas été plus bizarre. La voiture dans laquelle il fit son entrée à Vatapuna était radicalement incongrue. Elle était blanche avec des ailerons. C'était une vraie voiture de caïd, de stars de Hollywood, de celles qui mouraient étranglées par leur écharpe, de mousseline dans leur décapotable, ou de gars de la jet set. Comment elle avait parcouru le trajet jusque-là, mystère. Mais le fait est que tout le monde la regardait, plantée au milieu du village, rutilante comme si elle venait de se prendre une averse, avec ses chromes et sa blancheur de vierge. On tournait autour, on s'approchait, les plus audacieux la touchaient, et le fils Marquez, qui était un pitre, s'adossa même à la portière du conducteur en prenant l'air désinvolte du propriétaire. Pendant ce temps, Geronimo était reçu par le maire et on le saurait si vite qu'on se demanderait si ce n'étaient pas les moustiques qui diffusaient les nouvelles. Il donnait à celui-ci une bonne liasse de billets pour s'octroyer le droit de planter une maison sur les hauteurs de Vatapuna, le plus bel endroit du monde, tout en haut de la liste des plus merveilleux sites de la planète. Ainsi parlait Rose Bustamante après coup. Elle, bien entendu, était restée sur son quant à soi. Elle avait remballé son étal sur le marché, vu que la population locale avait déserté les lieux pour s'extasier devant la voiture de maquereau de l'affreux Geronimo. Et elle était rentrée chez elle afin de se préparer une petite friture qu'elle grignoterait, les pieds sur son tabouret, son joli cul confortablement installé dans son bon fauteuil en osier, installé sur ce qu'elle appelait sa terrasse, 3 lattes de bois qui isolaient sa maisonnette du sable de la plage, le nez au vent et les yeux fixés sur l'horizon. Elle ne s'attendait pas à ce que Geronimo vînt la solliciter si vite. Elle pensait pouvoir éviter les ennuis. Rose Bustamante était un peu trop sûre d'elle. Elle s'imaginait que, puisqu'elle ne dérangeait personne, personne ne viendrait lui chercher noise. Comment une fille qui avait si longtemps percé l'âme humaine depuis sa paillasse pouvait-elle avoir encore ce genre de naïveté? Elle fut donc fort surprise
quand quelques jours après l'arrivée de la voiture blanche, le maire et quelques élus fantoches vinrent la trouver pour lui expliquer que sa maisonnette gâchait la vue depuis la colline où Geronimo avait décidé de planter sa villa, et que comme il était riche, impressionnant, capricieux et censément puissant, il lui proposait une grosse somme d'argent pour qu'elle acceptât de quitter l'endroit. On raserait sa maisonnette, mais on lui en reconstruirait une autre un peu plus loin, plus spacieuse et plus confortable, dans un endroit qui ne gênerait pas Geronimo quand il prendrait son petit déjeuner le matin en robe de brocart sur sa terrasse, une vraie, celle-ci, ou qu'il se relaxerait en contemplant l'océan sans rien de perturbant entre ses yeux et l'azur infini. Évidemment, Rose Bustamante refusa. Elle répliqua que Geronimo n'avait qu'à venir lui demander lui-même de déguerpir, et qu'elle se ferait un plaisir de l'envoyer incontinent se faire tripatouiller ailleurs. Toute cette histoire, Vera Candida la tenait directement de la bouche de sa grand-mère supposée stérile, Rose Bustamante. C'était de l'information de première main. Et Vera Candida n'avait jamais mis en doute, un seul instant, ce que lui avait raconté Rose Bustamante, la magnifique. Geronimo fit mander Rose Bustamante à plusieurs reprises. Il restait dans la maison du maire, buvait du café avec quelques gouttes de rhum, ou alors il s'asseyait dans le bureau, fumant des cigarillos si toxiques que leur fumée tuait les petits oiseaux. Il patientait dans son costume clair, c'est ainsi qu'il voyait la vie, Geronimo, c'est ainsi qu'il l'imaginait sous ses latitudes, crapoté en complet de lin avec le notable du coin, certain qu'on finirait par accéder à sa toccade. Sauf que Rose Bustamante refusa de se déplacer et s'entêta. « J'ai autre chose à faire », lançait-elle en réparant ses filets. On rapportait ces paroles à Geronimo qui accueillait la chose avec flegme. Il répondait « J'ai une patience d'ange ». Chaque jour, un nouvel émissaire venait inviter Rose Bustamante à lui rendre visite. Les émissaires étaient estomaqués par son aplomb. Ils la supplièrent, puis ils finirent par prendre comme un affront l'obstination de Rose, oubliant qu'il ne s'agissait pas d'un homme qui faisait la cour à une femme, mais d'un capricieux qui désirait raser la maison de cette laborieuse. Ils dirent entre eux « Elle est arrogante, la vilaine, elle est suffisante. » Et quand ils allaient, fort mari, transmettre l'échec de leur négociation à Geronimo, celui-ci souriait et répondait toujours « J'ai une patience d'ange. » Mais un jour, ce qui devait arriver arriva. Un petit garçon de Vatapuna attendait Rose au retour de sa pêche. Il était assis sur la plage. Il la regardait revenir du large à l'abri sous son chapeau de paille verte. Cette paille n'est pas encore mûre et elle mûrit sur la caboche. Le chapeau change insensiblement de couleur jusqu'à devenir marron. C'est un plaisir pour les yeux et une surprise quotidienne un couvre-chef comme ça. La paille dort, puis brunit. Et pour que le processus s'arrête, il faut la baigner chaque jour dans de l'eau citronnée. Comme les enfants portent souvent ce genre de chapeau à Vatapuna, ils dégagent tous une délicate odeur de citronnade. Mais trêve de couleur locale. Le petit garçon attendait Rose et jouait avec ses pieds dans le sable. Il les enfonçait puis remuait ses orteils et on aurait dit des bébés tortues qui émergeaient. Il aurait pu consacrer des heures à faire éclore ses tortus orteils. Rose le vit de très loin. Il n'y avait que lui assis sur le sable. Elle sentit un petit quelque chose dans son cœur qui se serrait. Elle se dit, ça se corse. Et elle devina que l'affreux Geronimo était passé à la vitesse supérieure. Alors, quand elle ramena son bateau sur la plage, fallait voir les bras de Rose. Elle avait des biceps parfaitement dessinés. Puis emporta son panier de poissons jusqu'à sa cabane. Le petit garçon se leva et l'accompagna. « Je dois vous dire, Madame Rose, » finit-il par annoncer depuis le seuil de la maison, sans pénétrer dans l'antre de l'ancienne prostituée, mais l'interpellant depuis la prétendue terrasse. « Je dois vous dire, Madame Rose, que Monsieur Geronimo vous commande 10 kilos de poissons volants pour sa soirée de ce soir.
perdit le fil de ce qu'il disait. Il se demanda comment réparer sa répétition. Il s'embrouilla. Pour la soirée de maintenant, il grimaça. Vous pouvez les apporter là-bas. Là-bas, où? S'enquiert Rose Bustamante en se plantant devant lui de toute sa hauteur de créature à biceps parfait. Elle mit les poings sur les hanches et se tint dans l'encadrement de la porte, et elle le toisa. Elle n'aimait pas particulièrement les enfants. Il s'agissait en général de petites personnes moqueuses et bruyantes, qui n'avaient pas, jugeait-elle, développé une intelligence et un comportement plus élaborés que ceux d'un chiot de 4 mois. Le gamin recula d'un pas et le sol se déroba sous ses pieds. Il chuta. « Chez le maire !» grinça-t-il. Rose Bustamante ne l'aida pas à se relever. Elle fit volte-face et elle rentra. Le rideau de capsule de bière retomba. Le gamin ne sut que penser. Il s'était bien acquitté de sa mission, mais il n'avait pas de réponse à rapporter. Il se releva et attendit un instant. Il sauta d'un pied sur l'autre, puis il s'en retourna. Et quand il revint auprès de Geronimo faire le compte rendu de son mandat, il dit qu'elle l'avait accepté. Il croyait qu'ainsi il aurait les 3 sous qui lui avaient été promis, et que si tout compte fait, Rose ne venait pas, on ne pourrait lui en tenir rigueur. Elle a changé d'avis, dirait-il. Souvent, ex-bourgandine varie. Geronimo donna les 3 sous et sut sa victoire proche. Car en effet, Rose Bustamante ne pouvait refuser. Il était stipulé dans le code du commerce et des échanges de Vatapuna qu'on ne pouvait jamais refuser une vente, sous peine de se voir retirer sa place assignée et son étal au marché du village, ainsi que le droit d'exercer son activité. Cette règle datait de l'époque où plusieurs clans se partageaient le village. Un vieillard de l'un des clans avait failli mourir de faim parce qu'au marché, qui était tenu par le clan adverse, personne n'acceptait de lui vendre de nourriture et qu'il était bien trop orgueilleux ou trop dérangé pour faire appel aux gens de son propre clan. Il avait fini par tant s'étioler que le maire avait pris les choses en main. Rose sut ainsi que c'en était fait d'elle. Il lui faudrait livrer ses 10 kilos de poissons volants ou bien retourner à son ancien métier. C'était comme ça qu'elle voyait les choses, Rose Bustamante. C'est-à-dire qu'un petit fond dépressif la minait, malgré l'apparente détermination qu'elle déployait. Imaginez qu'il n'existe comme activité lucrative à sa portée que la pêche aux poissons volants ou la chasse aux michetons illustrait bien le désarroi dans lequel elle se trouvait. Elle prépara son panier de poissons. Elle pensa les assaisonner à la belladone pour se débarrasser de Geronimo, mais elle n'avait pas l'inconséquence de risquer la vie des convives pour se libérer des exigences de Geronimo. Elle remplit donc son panier avec lenteur, le déposa sur sa charrette, prit un petit verre de gnôle, puis un deuxième. Elle mâcha une feuille de menthe et elle s'en alla, poussant sa charrette vers la maison du maire. Et quand elle s'arrêta devant la maison, agita la cloche et avertit de sa présence, quand le petit négrillon qui faisait office de majordome du maire vint prévenir Geronimo de l'arrivée de Rose Bustamante, celui-ci sourit, sentit son buste se gonfler de satisfaction et but ce qu'on appelle communément du petit lait. Il y avait 132 marches pour accéder à la villa. Il était donc impossible de s'asseoir exactement au milieu de l'escalier. Ce fut la pensée qui accompagna Rose Bustamante durant les 3 jours de fièvre qui suivirent son affaissement dans la salle de cinéma. 66 marches et 66 marches. Quelle idée de construire un escalier sans marche du milieu. À partir de ses 5 ans, et jusqu'à son départ de l'île, Vera Candida vécut avec sa grand-mère Rose. Celle-ci l'avait récupérée la fois où elle s'était rendue compte que, non contente de ne pas avoir alimenté sa fille pendant 3 jours, Violette ne l'avait pas non plus transportée chez le docteur de Vatapuna alors que l'enfant avait une fièvre de jument. Ce jour-là, Rose Bustamante était entrée chez Violette pour lui apporter quelques papayes et du linge lavé repassé.
Elle avait demandé à voir la petite et Violette, qui se peignait les ongles en louchant, lui avait fait un signe évasif du menton vers la chambre qu'elle partageait avec sa fille. « Je sais pas ce qu'elle a, elle dort tout le temps. » Rose avait soulevé le rideau qui séparait les deux pièces et vu le tout petit corps de la fillette sur la paillasse. Il lui avait semblé mou et démantigulé. Elle avait aussitôt pensé que l'enfant était morte. « Tu l'as laissé mourir !» gueula-t-elle en se précipitant pour s'agenouiller devant le corps de la fillette. Là, elle put voir, pendant que Violette se levait et les regardait en reniflant depuis l'embrasure et en sautillant sur ses deux jolis pieds, que la petite était toujours en vie, mais bien mal en point. Son visage avait pris une couleur rouge qu'on ne voit que chez les fleurs. Elle avait perdu connaissance et sous son oreille droite, un abcès gros comme un poing de bébé pulsait son venin à travers la peau fine. Rose sentit la colère la submerger. Elle se débarrassa de ses papayes et du linge propre et plié qu'elle n'avait pas lâché. Elle attrapa l'enfant dans ses bras, elle se releva et passa devant la mère figée, prononçant entre ses dents pour contenir sa rage, mais assez distinctement pour que Violette pût l'entendre, depuis le drôle d'endroit où visiblement elle vivait retranchée. Et surtout, Violette Bustamante, ne reviens jamais me réclamer ta fille. Violette les regarda sortir et ne bougea pas d'un pouce, inerte comme un tombeau. Rose emmena la petite chez le docteur Lascar. Celui-ci perça l'abcès, garda la fillette quelques jours et lui administra des doses de médicaments qu'il réservait en général aux forestiers du coin qui pesaient 1,5 quintal. Il finit par la rendre à sa grand-mère, encore faiblarde mais bien en vie. Il informa Rose Bustamante que la petite portait sur son buste et ses cuisses des traces de griffures, des cicatrices et des bleus qu'elle n'avait pu se faire seule. Rose hocha la tête, devina la façon dont Violette devait parfois envoyer valdinguer la petite et se dit que la décision qu'elle prenait était assurément la plus juste. Ce fut ainsi que Vera Candida s'installa chez sa grand-mère dans la cabane devant l'océan, ce qui fut la meilleure chose qui lui arriva depuis son départ, jusqu'à son départ de Vatapuna. Au début, Vera Candida serait bien retournée chez sa mère. Elle se sentait immensément coupable de la rendre si malheureuse. Celle-ci, quand elle trouvait ces mots, lui servait tous les regrets qu'elle éprouvait, tous les serments qu'elle s'engageait à ne jamais rompre, et toute la tristesse dans laquelle elle vivait depuis que grand-mère lui avait enlevé sa fille bien-aimée. « Oui, je ne sais pas toujours bien m'y prendre, disait-elle. Je ne t'aime pas comme il faudrait, mais je t'aime de tout mon cœur, répétait-elle, avec l'application et l'humilité d'un mari violent. Tu verras, ce ne sera pas comme avant. » Et au début, la petite avait l'impression d'osciller et de fléchir. Elle préférait s'en tenir à un mutisme prudent, de peur de fondre en larmes, et elle se concentrait sur ses devoirs en verrouillant toutes les écoutilles, pour ne pas dans l'instant sauter sur ses pieds, tendre à sa mère la laisse qui lui pendait encore au cou et la suivre jusqu'à la maisonnette où elle avait été négligée pendant des années. Quelque chose, chez sa mère, l'amenait plus loin qu'elle l'aurait voulu. Si elle ne partait pas dans la seconde rejoindre celle-ci, c'était juste parce qu'elle avait peur que sa grand-mère ne se mit très en colère contre elle et ne voulut plus la voir. Quand elle s'ouvrit à cette dernière de sa douleur à causer tant de chagrin à sa mère, Rose prit 2 décisions. Elle interdit à sa fille Violette de venir en son absence perturber la petite et elle tenta d'apprendre à Vera Candida à lutter contre les tyrans. Elle lui apprit aussi à ne pas accepter les compromissions avec les dits tyrans. Elle lui enseigna comment lutter contre le chant des sirènes. Elle lui dit « N'oublie jamais ta colère ». Et si la colère s'effaçait en faveur d'un sentiment plus confus et plus paralysant, comme la culpabilité, alors il fallait la réactiver. Et quel meilleur moyen que de se planter devant le miroir de la chambre, soulever son maillot et compter les traces laissées par le si grand amour mal exprimé de Violette Bustamante. Dans ces moments-là, Vera Candida se collait au miroir pour sentir la fraîcheur d'hiver sur sa peau, puis elle soufflait pour créer de la buée et dessiner sur la surface si lisse des formes rondes, des spirales et des volutes. Elle remontait ses cheveux et touchait la balafre blanche et soyeuse qu'elle avait sous l'oreille. « Ces cicatrices-là, mon sucre,
sont des étendards, disait grand-mère Rose. Au fond, c'est un avantage, toutes ces coupures bien visibles. Quand le mal qui t'est fait est seulement à l'intérieur, mais sache, ma princesse, qu'il peut être aussi taraudant et violent que des coups de poing, alors ne pas perdre de vue ta colère et ta juste rage demande un bien plus gros effort. Rose Bustamante fut une grand-mère formidable. Elle débitait des sentences à tout bout de champ et Vera Candida les notait. Elle disait par exemple: « Il y a des gens qui pensent qu'il suffit que vous leur plaisiez pour qu'ils aient droit à votre corps. Attends la coïncidence des corps, ajoutait-elle. Il faut que tu ne saches plus où commence ton corps et où finit celui de l'autre, complétait-elle. Elle disait que c'était des choses qu'on devrait enseigner à l'école et que ça éviterait à des filles comme elle ou Violette de devenir des putes ou bien des femmes mal mariées. Quand sa grand-mère parlait ainsi, Vera Candida se sentait sceptique et un peu perdue. Comme si elle s'était retrouvée sur un morceau de banquise en pleine débâcle, avec l'eau de mer qui recouvrait peu à peu la glace. Vera Candida avait 14 ans et vivait depuis fort longtemps chez sa grand-mère quand Violette fut retrouvée morte dans la forêt, le visage déjà ruisselant de fourmis. Ce fut la petite nièce du maire qui vint avertir Rose Bustamante qu'on avait découvert sa fille morte sous les palétuviers. Rose prit 10 ans dans l'instant. Son visage fléchit, la peau de ses joues s'effondra. Elle se tourna vers Vera Candida comme si elle la suppliait de quelque chose et Vera Candida aurait tout donné pour deviner de quoi il s'agissait. Et puis Rose lâcha sa cuillère en bois qui tomba sur le sol. Elle abandonna la préparation du dîner. Elle dit à Vera Candida « Ne bouge pas ». Et elle sortit, escortée par la nièce du maire. Vera Candida désobéit et suivit à bonne distance sa grand-mère, qui filait derrière la nièce du maire. Elle marchait à petits pas rapides et silencieux, et c'était comme de tailler son chemin dans du verre. Elle pensa, c'est la nuit de la mort de ma mère. Autour du corps de Violette Bustamante, que personne n'avait encore touché parce qu'on attendait Valdès, le policier du coin, et qu'il était introuvable, il y avait 3 femmes de l'âge de Rose. Et puis, le fils du maire, l'amant de Violette. Il pleurait, comme s'il avait aimé Violette, ou comme s'il avait perdu un objet dont il ne pourrait plus se passer, ou comme s'il avait fait une grosse bêtise, ou oublié une chose importante, et qu'il n'était pas sûr qu'on le lui pardonnerait. Vera Candida, embusquée derrière un palmier à huile, le regardait et elle se dit « Il a l'air dépravé et benet ». Elle réfléchit à ce qu'elle entendait parfois à l'école et qui la concernait. Tu es la fille d'un idiot, d'une idiote et d'un benet. C'était pas toujours méchant, c'était comme si tout un chacun s'étonnait qu'elle fût une fille visiblement normale malgré cette hérédité. Rose Bustamante prit sa fille dans ses bras. Les 3 femmes voulurent l'en empêcher en prétextant qu'il fallait attendre Valdès le policier, mais Rose Bustamante les éloigna d'un geste péremptoire. Elle balaya avec un mouchoir les fourmis sur le visage de sa fille et elle dit « Aide-moi ». Et le fils du maire arrêta de pleurer et l'aida à soulever Violette. Et ce fut lui qui la porta dans ses bras comme s'il portait sa mariée. Vera Candida suivit le cortège. Il faisait si sombre maintenant que personne n'aurait pu la reconnaître. En traversant Vatapuna, le cortège prit de l'ampleur. Le policier Valdès débarqua et se mit à gueuler qu'on n'avait pas à bouger le cadavre, mais personne ne lui répondit. Aussi se joignit-il à la procession jusqu'à la maison du maire. Vera Candida sentait son estomac tout rétréci, comme si elle n'avait pas mangé depuis 5 jours. Quand le fils du maire entra dans la maison de son père, Vera Candida fit demi-tour et retourna chez elle. Là, elle se posta au milieu de la cuisine et elle se mit à sauter sur place le plus haut possible. C'était un truc de peule ou de massaille, elle ne savait plus bien. Elle sautait et son cerveau lui semblait brinque-baller de droite à gauche et contre le fond de son crâne, et ça assommait et ça rendait tout mou et ça extirpait du monde. C'était parfait. Elle finit par se mettre au lit comme saoule et dormit 20 heures. Quand elle se réveilla, sa grand-mère était assise sur les marches et fumait l'un de ses affreux cigarillos. Elle pleurait en émettant de
petits bruits inédits et en regardant le soleil se coucher. Elle avait alors plus de 70 ans. Elle se considérait comme une très mauvaise mère et une grand-mère acceptable. Elle décida de faire enterrer sa fille sans chercher à savoir ce qui lui était réellement arrivé. Il semblait que Violette avait tant bu qu'elle était tombée dans le coma. Le seul point douteux qui aurait pu être tenté d'éclaircir concernait le nom de la personne qui l'accompagnait et qui l'avait abandonnée dans un tel état sous les palétuviers. Rose Bustamante médita un moment sur les malheurs de sa vie, elle eut pitié d'elle-même et puis elle se reprit. Elle demanda à sa petite fille, Vera Candida, de monter la colline pour aller avertir Geronimo de la mort de sa fille et de l'enterrement de celle-ci pour le surlendemain. Vera Candida, un peu secouée de voir sa grand-mère se laisser aller à un apitoiement pâteux dont elle était si peu coutumière, obéit à celle-ci et grimpa la colline jusqu'à la villa de ce grand-père qu'elle n'avait jamais encore rencontré. Il vivait toujours dans sa maison en ruine et il n'en sortait plus. Vera Candida portait une robe de coton rouge à bretelles, un châle crocheté noir et des tongs jaunes dont l'épaisseur de la semelle mesurait à peine plus de 2 mm, ce qui lui permettait de sentir tous les infimes cailloux du chemin. Elle avait les cheveux nattés et arborait le même regard furieux que sa grand-mère. Avec le heurtoir, elle frappa à la porte au sommet des 132 marches. Elle était tremblante, mais tout de même un brin faraude. Elle frappa une seconde fois, la petite main de métal sur son support et entendit les loquets se décadenasser et des bobinettes choir. Ce fut Geronimo en personne qui lui ouvrit. Il avait les cheveux blancs et toujours les mêmes yeux verts d'iguane. Il la regarda et il ne parut pas comprendre qui elle était. Vera Candida sentit son sang devenir gélatine. Elle eut envie de déguerpir et de dévaler l'escalier et le chemin qui menait à la cabane de Rose Bustamante. Elle ne sut pas si c'était le lieu qui l'impressionnait ou le regard d'iguane ou ce qu'on disait du vieux Geronimo. Il la jaugea et lui fit signe d'entrer. Et même si Vera Candida était terrorisée et se demandait si elle n'était pas en train de pénétrer dans l'antre d'un ogre, ses jambes, habituées à obéir, avancèrent. Juste avant que Monica Rose ne naquît, Vera Candida avait encore une idée très floue de ce qui l'attendait. Puis, quand elle eut devant elle la minuscule créature, ou plus précisément quand elle lut à côté d'elle dans un berceau transparent, vêtu de son pyjama kaki de l'assistance publique, pyjama qu'elle ne remplissait pas, les deux jambes de la grenouillère ressemblant à des oreilles pendantes, Vera Candida fut prise d'un grand désespoir dû à la dégringolade de ses hormones, certes, mais aussi à l'avenir qui s'étendait devant elle et qui n'avait rien d'un champ de coquelicots. Elle se dit, la petite a l'air normale. Ils lui ont fait les tests qu'il fallait. Elle trouvera sans problème une famille d'accueil. Elle refusa de l'allaiter et confia dès le soir même son projet à l'infirmière qui venait la voir pour vérifier qu'aucune hémorragie ne se profilait. Elle lui dit, « Je ne peux pas garder cette petite fille. » L'infirmière l'écouta distraitement, puis elle la fixa droit dans ses yeux. Elle était noire, et ses yeux étaient d'une intensité accentuée par la blancheur du globe autour de l'iris. Elle se pencha au-dessus du berceau, elle prit le bébé et lui tendit en lui disant « Ceci est ton horizon ». Ensuite, elle lui expliqua qu'ils allaient lui indiquer un foyer pour jeune maman perdue, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle ouvrit les fenêtres qui donnaient sur une rue bruyante et pleine des ombres longues du soir. On était au 4e étage. Il faisait chaud et ça sentait le gasoil. Vera Candida pensa « Je vais vomir ». La femme lui dit « Regarde, les fenêtres ne s'ouvrent pas assez pour que tu puisses t'y glisser. D'autres ont essayé avant toi. » Elle lui indiqua le ciel qui rougeoyait à l'ouest au-dessus des immeubles. « Le soleil se couche rouge dans la mer ce soir, c'est un excellent présage. » Vera Candida remarqua les traces de sueur sur la blouse de la femme. Elle vit sa silhouette se dessiner en transparence sous le polyester parce qu'elle était face à la fenêtre. Elle baissa les yeux sur le bébé qui agitait sa tête en miaulant pour tenter d'attraper un sein.
Elle le trouva ridicule et touchant. Elle pensa, on dirait un petit animal désespéré. La femme s'approcha d'elle et lui tendit un biberon et elle lui chuchota « Je vois qu'elle n'a pas encore de nom. Comment vas-tu donc l'appeler » Vera Candida vit le badge de l'infirmière avec son prénom, alors elle dit « Monica ». La femme se mit à rire. « Tu dis n'importe quoi. » Mais on sentait qu'elle était flattée. Vera Candida ajouta, prise d'une inspiration qui la surprit et la remplit une demi-seconde d'allégresse, « Je l'appellerai Monica Rose. » Alors l'infirmière cessa de rire et elle approuva de la tête. « C'est pas mal. » Elle tourna son regard vers la fenêtre et elle dit « J'adore cette ville. » Puis elle s'en alla. Et Vera Candida remit le projet de mettre fin à ses jours à un peu plus tard, comme elle aurait éloigné la prochaine cigarette. Il s'avéra que Vera Candida aurait aimé ne pas élever Monica Rose, ou plutôt qu'elle aurait aimé ne pas en faire un animal civilisé. Elle aurait voulu, par exemple, ne jamais lui brosser les cheveux. Elle aurait voulu que ses cheveux deviennent une tignasse emmêlée, ou un peigne aurait tenu debout. Elle aurait aimé que la petite ne se lavât jamais. Elle lui serait apparue plus propre et plus vierge si elle n'avait pas eu à la toucher. Elle la voyait comme une forêt qui abriterait des cercles magiques et une végétation inviolée. Elle aurait aimé qu'elle restât à l'état sauvage. Mais au moment où elle sortit de l'hôpital, son bébé sous le bras, Vera Candida n'en était pas encore là. Les soins qu'elle allait donner à la petite personne avec laquelle elle venait de faire connaissance la maintiendraient en éveil pendant quelque temps. Vera Candida se rendit à l'adresse du foyer qu'on lui avait indiquée. C'était une vieille bâtisse décrépite. Elle était située dans une rue parallèle au front de mer. Derrière la grille, il y avait des palmiers, des magnolias et des filles assises qui fumaient sur les marches de pierre et lançaient des graviers devant elle d'un air pensif. Vera Candida eut l'impression d'arriver dans une clinique pour cas extrêmes. Elle portait son bébé contre elle, maintenu dans un châle par un complexe système de nœuds qu'elle aurait été bien en peine de reproduire. Elle se demanda ce qu'elle foutait là. L'une des femmes se leva des marches, jeta sa cigarette dans les graviers et se dirigea nonchalamment vers la grille en regardant le ciel comme si elle s'attendait à une averse. Vera Candida recula d'un pas. La femme qui était maintenant à la grille attrapa les barreaux et y colla son visage. Vera Candida était en train de faire demi-tour. La femme l'interpella. « Hé !» Vera Candida fit comme si elle était devenue sourde et elle continua à s'éloigner. La femme insista d'une voix tonitruante. « Hé !» Vera Candida se dit « Elle veut de l'aide. Elle est prisonnière. » Elle hésita une demi-seconde. « Elle veut que je l'aide à s'échapper. » Mais la femme ouvrit la grille et mit un pied dehors. « Tu m'entends quand je t'appelle » Vera Candida se rapprocha. Elle bredouilla. « Je ne savais pas que tu me parlais. » La femme haussa les sourcils comme si elle découvrait qu'elle avait affaire à une semi-demeurée. « Tu veux rentrer » Vera Candida pesa les pour, pesa les contre. Que craignait-elle en substance à part qu'on la renvoie à Vatapuna? Elle avait une lettre de recommandation de l'hôpital dans sa poche. Elle pensa dire à la femme qu'elle repasserait qu'elle ne faisait que jeter un œil, mais celle-ci lui dit « Allez, viens !» Et elle s'effaça pour lui permettre d'entrer. Vera Candida la suivit docilement, soulagée que quelqu'un d'autre qu'elle eût pris cette décision. Elle se sentit d'une légèreté étrange, comme si elle avait déposé devant cette grille un lourd fardeau de linge mouillé. La femme referma le portail et fit « Dépêche-toi d'entrer avant que les Doberman rappliquent. » Vera Candida s'arrêta net. « Je rigole, » dit la femme en levant les mains à la hauteur de son visage, paume bien visible et dédramatisante. Elle sourit à Vera Candida. Vue de près, elle ne ressemblait plus vraiment à une femme, à cause du fond de teint et de ses yeux un peu globuleux et d'une bizarrerie au niveau de la mâchoire. On aurait plutôt dit un mec qui se faisait passer pour une femme et qui n'y arrivait qu'à une certaine distance et sous une certaine lumière. Et Vera Candida se dit « Oh là là, je suis tombée dans une maison close. Grand-mère Rose m'avait bien mise en garde. » Alors elle s'arrêta net et elle demanda « C'est un bordel ici ?» La femme masculine fronça les sourcils, puis elle lui fit signe de la suivre. « Je te déconseille de dire quelque chose de ce genre à Madame Kaufmann. » Elles montèrent les marches
et elles pénétrèrent dans le bâtiment par la grande porte en bois sculptée d'une guirlande de poulpes. L'une des filles assises lança « Bienvenue au palais des morues ». Et les autres se mirent à glousser, et Vera Candida se sentit minuscule, et elle mit la main sous les fesses du bébé, pressant l'enfant contre sa poitrine à tel point qu'elle se mit à gigoter et à geindre. Au palais des morues, les filles croisaient les bras, plantées dans les couloirs, et regardaient par les fenêtres en se souvenant de ce qu'elles n'auraient pas dû se souvenir. Mais Renée passait et frappait dans ses mains et mettait de la bossa nova. C'était écœurant à force. La bossa nova qu'elle vous infligeait. Elle remuait des hanches, elle gueulait après les filles en leur demandant de s'agiter, qu'il y avait du boulot, qu'il fallait tenir la maison bien propre, et parfois envoyait une fille tomber. Elle tombait pas vraiment, elle s'affaissait, aurait-on dit. Alors Renée débarquait, elle parlait avec la fille, et la fille parfois la rembarrait. Alors Renée se faisait douce, même avec sa voix de stentor et ses gros yeux ronds et ses mains d'homme. Et parfois aussi elle s'engueulait, et Vera Candida se disait « Dans 2 mois, je me tire. Il faut que je reprenne des forces. Il faut que je trouve un boulot, et puis ça ira. Je ne peux pas rester ici. » Il y avait des filles dont les bébés n'étaient plus des bébés. Elles erraient dans le jardin du palais et Renée les houspillait un peu. Elle leur proposait des activités ennuyeuses et elle disait « Vous ne pouvez pas rester ici, les filles. Vous prenez la place d'autres filles en détresse. Je vais en parler à Madame Kaufmann. Il ne faut pas s'éterniser ici. » Ou alors parfois quelqu'un venait les chercher et les filles partaient avec leurs gamins. On ne les revoyait plus. Disparu. C'était sa mère, c'était une mère ou un amant qui venait les chercher. Quelqu'un se présentait à la grille et enlevait la fille et son petit. Renée appelait ces départs des kidnappings. Encore un kidnapping, lançait-elle. Elle supportait mal que les mères obligatoirement défaillantes de ces pauvres filles viennent chercher leur progéniture jusqu'au palais, ou que des amants nécessairement abuseurs fassent valoir leurs prérogatives sur les filles perdues du palais. Elle détestait que les filles partent d'une autre façon qu'en trouvant un travail. « Soyez indépendantes », disait-elle. Elle aurait aimé que toutes les filles soient de bonnes élèves travailleuses. « Soyez autonomes », disait-elle encore. Elle leur apportait le journal et certaines des filles épluchaient les petites annonces, pendant que d'autres se mettaient à l'écart et croisaient les bras. Il n'y avait que 2 attitudes possibles au palais des morues. D'ailleurs, si Vera Candida n'arrivait pas à distinguer clairement les filles les unes des autres, elle avait remarqué qu'il existait 2 groupes. Le groupe des excités et le groupe des dépressifs. Et puis dans les colonnes des petites annonces, il y eut ce poste dans une usine de paniers repas. « C'est de nuit », constatèrent-elles, et elles secouèrent la tête. L'une d'entre elles affirma « J'ai déjà fait ça, c'est horrible. Si tu as la moindre petite coupure sur les mains, ils te virent là-dedans. C'est règlement. Si tu as un cheveu qui dépasse de ton chapeau, blanc, viré. Si tu as 1 minute de retard et que du coup la cadence s'en trouve réduite, blanc, viré. Et puis qui c'est qui gardera mon gamin la nuit ?» Mais ça, c'était un argument fallacieux. Au palais des morues, tant que vous n'aviez pas fini de vous installer, on vous gardait votre bébé durant votre travail. C'était Renée qui s'en occupait d'ailleurs. Vous deviez payer ce service, mais ce n'était rien, presque rien. C'était juste pour que vous n'oubliez pas que ces choses-là se paient. C'est des cinglés, puis c'est des gerbes, pour suivre les filles. Et Vera Candida, qui était debout derrière, dit « Ça m'intéresse ». Les filles ne se tournèrent même pas vers elle, elles continuèrent de lire les restes des annonces et des nouvelles, et quand elles furent parties, abandonnant le journal sur les marches du perron, laissant par terre leur paquet de cigarettes qui leur servait de cendrier et qui faisait hurler Renée, Vera Candida s'approcha et nota le numéro de téléphone de l'usine de paniers repas. Puis elle monta voir si son bébé dormait toujours et elle se dit « J'appelle demain à 10h ». Elle regarda son bébé qui rêvait, les yeux à demi ouverts et les pupilles agitées. Il geignit et Vera Candida pensa à la mort en général, puis à sa propre mort. Elle posa sa main sur le front de son bébé-fille. Il était trempé, ses cheveux aussi fins que des plumes étaient tout collés de sueur. Elle ouvrit la fenêtre à l'espagnolette pour laisser passer l'air dans la chambre.
Elle écouta les oiseaux dans les jacarandas et le bruit de scie que produisent les canards rouge sang quand ils se frottent les uns aux autres. « J'appelle demain à 10 heures, se répéta-t-elle, l'œil perdu dans la végétation du jardin. Puis elle s'assit sur son lit et attendit. Elle ne savait pas bien ce qu'elle attendait. Peut-être attendait-elle simplement que quelqu'un comme Ichaga fit tout voler en éclats. Pendant des années, quand Monica Rose s'assoirait sur le canapé, entre Vera Candida et Ichaga, elle se serrerait contre eux, bougerait son mini-cul comme si elle se faisait un nid, les prendrait par le bras et elle dirait « On est bien tous les deux ». La première fois, Vera Candida rectifierait. « On n'est pas deux, on est trois ». Et Monica Rose répondrait « On est bien quand même ». Monica Rose grandit, et souvent, en grandissant, elle disait à sa mère, quand celle-ci s'inquiétait de la voir vagabonder ou plonger dans les vagues, ou jouer avec un briquet ou avec un chien abandonné, elle disait à sa mère « Tu as peur de tout ». Quand Ichaga entendait cette phrase, il se sentait outragé, comme si tout ce qu'avait vécu Vera Candida venait d'être réfuté. Il se mettait en colère et il demandait à Monica Rose de cesser immédiatement de dire des conneries. Ichaga aimait aller la chercher à l'école. Il arrivait à Vespa très en avance. Il se postait près d'un acacia, pas tout à fait devant l'école. Il trouvait ça déraisonnable d'être tellement en avance. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il avait besoin de goûter cette attente. Il n'y avait en général que deux grands-mères qui venaient très tôt et qui se retrouvaient là dans leur intimité de grand-mère. Un sac en papier à la main et dans le sac en papier une galette de maïs pour leur petite fille ou leur petit-fils. Ichaga avait l'impression que c'était toujours le printemps quand il allait chercher Monica Rose. Il aurait pu assurer qu'il faisait tout le temps doux et beau avec une légère fraîcheur dans l'air, quelque chose de lavé et d'odorant qui le ravissait. Il attendait Monica Rose adossée à la barrière qui évitait aux enfants de se jeter sur la chaussée et il était véritablement un homme heureux. Peu à peu, des gens arrivaient, s'interpellaient, formaient des groupes, et il y en avait toujours qui commençaient à distribuer des tracts. Et ça remplissait Ichaga de joie. Le fait qu'il existe des parents d'élèves, qui depuis toujours lui était apparu comme une inoffensive catégorie sociale, et que ces gens distribuent des tracts à d'autres parents d'élèves. Il souriait à ceux qui le reconnaissaient. Il ne venait pas assez souvent pour entamer des conversations avec eux, mais le fait qu'ils le reconnaissent et fassent comme s'il était l'un des leurs l'apaisait. La sonnerie retentissait et il se redressait. La porte s'ouvrait et c'était réellement une volée de petits-enfants qui déboulaient et cherchaient le visage de leurs parents. Il y avait tout à coup une telle confusion. Le surgissement de ces minuscules personnes électrisait l'atmosphère et il adorait voir le visage de Monica Rose se tendre et le distinguer. Il adorait percevoir la confiance qu'elle avait en lui. À aucun moment, son visage, même avant qu'elle ne l'ait vu, ne laissait transparaître la moindre inquiétude. Il lui avait dit qu'il viendrait et bien entendu il venait. Elle se dirigeait vers lui, affamée et excitée, et il lui donnait du chocolat, puis il l'emportait sur sa Vespa. Elle s'accrochait à lui et elle parlait, et ni l'un ni l'autre ne disait jamais à Vera Candida qu'il rentrait de l'école à Vespa. Celle-ci le savait, mais elle préférait ne pas l'évoquer. Il déposait Monica Rose devant la grille de leur maison, elle sautait à terre, lui rendait son casque, il lui confiait le sac d'école qu'il avait gardé à ses pieds. Elle poussait la grille et se retournait pour lui faire un petit signe. En général, elle continuait de grignoter les biscuits qu'il lui avait apportés. Ichaga ressentait à chaque fois un soulagement intense. Une fois qu'il grondait Monica Rose pour une broutille, elle se campa bien en face de lui et elle lui assena. « T'as rien à dire, parce que t'es pas mon père. » Ichaga conseilla donc à Vera Candida de parler à Monica Rose. Raconte-lui quelque chose, donne-lui quelque chose, dit-il. Un nom, un métier, une petite histoire de rencontre. Tu ne peux pas la laisser comme ça, avec cette origine tronquée. Vera Candida réfléchit longtemps,
à cette expression. Origine tronquée. Mais elle finit par abandonner, comme si la tâche était au-dessus de ses forces. Aussi Monica Rose grandit-elle en acceptant le mystère de ses propres origines. Elle fit de ce silence l'un des éléments les plus brillants de sa cuirasse. Un jour, alors que Monica Rose avait 15 ans, comme il passait devant son lycée, Ichaga vit des élèves sortir. Il s'arrêta, il la repéra, et elle était quelqu'un d'autre. Et il put voir ce à quoi elle ressemblerait quand elle serait adulte. Il sut très distinctement quel genre de femme elle deviendrait. Elle bavardait, et elle riait, et elle se pliait littéralement de rire, comme si ce qu'on lui racontait là était la chose la plus drôle du monde. Puis elle l'aperçut, et il lut ce que ses lèvres dirent à ses deux copines. Ses lèvres dirent « C'est le mec de ma mère ». Un jour, au cours des 18 années qu'ils passèrent ensemble, Ichaga et elle parlèrent de ce qu'ils feraient s'ils apprenaient qu'ils étaient atteints d'une maladie mortelle. Ichaga avait dit que si on lui annonçait qu'il allait bientôt mourir, il resterait auprès de Vera Candida et tenterait de goûter pleinement les derniers moments à vivre auprès de sa bien-aimée. Il lui avait dit « Nous irions dans un coin paisible à la campagne et je m'éteindrais sereinement et je solliciterais peut-être ton aide à l'instant où les choses empireraient. » Vera Candida avait secoué la tête. « Je suis désolée, mon amour, mais moi je crois que je préférerais voyager dans tous ces pays que je ne connais pas. Je ferai la fête et je finirai par mourir d'épuisement avant de me faire dévorer par mon cancer. » Ichaga avait souri. Il avait dû penser que personne ne fait réellement quelque chose de ce genre quand on lui annonce une échéance fatidique imminente. Puis il avait dû se demander si elle accepterait de rester auprès de lui, s'il était atteint d'une saloperie mortelle. C'était ça la question importante. Que feras-tu, toi, quand je serai à quelques mois de la mort ? Je me disais juste qu'en le disant, là, c'était pas facile à traduire certains passages. Tu pourrais expliquer peut-être ? Il y a le passage où Vera Candida se trouve dans un endroit qui s'appelle le Palais des Morues. Et en français, morue, c'est à la fois un poisson, bien sûr, mais c'est aussi... les morues, c'est des pétasses. Donc en fait, les filles, elles ont de l'humour sur elles-mêmes. Tu vois ce que c'est ? Les pétasses, c'est des pauvres filles un peu vulgaires, tu vois ? Et du coup, en fait, il y a cette ambiguïté que les filles dans ce foyer disent ça d'elles-mêmes. Et je ne sais pas du tout comment c'est rendu, tu vois. En le lisant, je me disais, il y a plein de double sens. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est difficile la traduction. C'est quelque chose de compliqué. Já bych chtěla říci, že když jsem to teď tady četla, tak jsem si uvědomila, že přeložit ten text muselo být velice obtížné, protože je v něm spousta dvojsmyslů a tak nevím, jak si s tím překladatel nebo překladatelka poradili. A chtěla bych upozornit zejména na místo, kdy se Vera Candida odstne v Palais de Morue, v paláci, kdy vlastně slovo Morue ve francouzštině znamená jednak rybu a jednak je to i označení pro lehkou ženu, pro ženu pochybné pověsti. Takže doufám, že ten překlad nebyl ochuzený o tyto dvojznačnosti a to je tady to, co jsem chtěla dodat. Takže já vám dám teď prostor pro vaše otázky. Pokud se chcete autorky na něco zeptat, máte možnost. Bonsoir. Je vais parler en français, puis je me traduis pour faciliter la tâche à Blanca. Je voudrais vous demander juste, parce que je connais très peu du réalisme magique, mais c'est évident que vous vous êtes inspiré. Ça me rappelle à la fois quelques proses de Garcia Marquez, mais aussi d'un Sonny Laboutansi, auteur congolais. Donc je voudrais demander si vous avez des auteurs préférés de réalisme magique. Sonny Laboutansi, c'est ça ? Oui. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous l'avez lu. Oui, je l'ai lu il y a longtemps. Et donc, quels sont vos auteurs préférés, soit du réalisme magique ou en général, c'est ma question. Takže já bych chtěl se zeptat na jednu věc. Připomíná mi, nebo tam je zřetelně
vidět vliv magického realismu, dejme tomu třeba Garcia Marqueze nebo kongožského autora Sonny Labutanci, tak se chci zeptat, jací jsou ti oblíbení, když tak autoři z magického realismu nebo autoři vůbec. Ce roman, c'est mon 6e roman et c'est le seul qui se passe dans un lieu comme ça, avec une histoire qui ressemble au début à une fable de ce genre. Cela dit, il y a très peu de magie en fait dans ce texte. Dans les textes de Garcia Marquez, par exemple, il y a toujours des gens qui sont morts et qui revivent, il y a des gens qui ont 150 ans, il y a toutes sortes de choses très très magiques. Il n'y a rien de magique en fait dans ce texte-là. Mais ce sont des textes que j'ai beaucoup aimé lire quand j'étais adolescente. Les textes de Sonny Labutanci, de Garcia Marquez, beaucoup d'auteurs latino-américains. Donc je pense qu'ils font partie, comment dire, de ce qui existe en moi pour écrire des textes. Mais tout comme j'ai lu beaucoup de littérature étrangère, de littérature japonaise par exemple, que j'aime beaucoup aussi, de la littérature anglo-saxonne en général, ou de la littérature portugaise. Donc au fond, tout ça, ça s'agglomère, tu vois, et ça fait quelque chose de particulier, qui donc est proche de ça. Moi j'avais peur en fait quand j'ai donné ce texte à l'éditeur qu'ils me disent c'est trop... en fait tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu es française. J'avais peur qu'ils me disent ça. Parce que c'est toujours le même problème. La légitimité, mais finalement on a toute légitimité quand on écrit un livre. Qu'est-ce que ça peut faire? On écrit quelque chose et ça peut être... ça n'a aucune importance. Mais qui on est au fond? Et est-ce qu'on a le droit de le faire? Oui, évidemment, on a le droit, toujours, mais c'était quelque chose d'un peu difficile pour moi de me dire que je risquais d'avoir des gens qui allaient me dire « mais tu n'as pas le droit, tu n'as jamais mis les pieds en Amérique latine, comment tu oses faire ça ?» Et en fait, le problème s'est jamais posé, donc j'étais contente qu'on ne m'embête pas avec cette histoire-là. Et aussi parce que cette histoire, au début, elle est vraiment comme une légende. Et après, une légende donc avec ce côté très grande histoire latino-américaine. Ça va? Et après, elle devient plus réaliste, beaucoup plus réaliste. Donc tu as quelque chose de très réaliste dans ce texte, la réalité sociale en Amérique latine. Donc on s'éloigne de ça. Ça va? Takže já bych chtěla říct, že tento román je můj 6. román v řadě a je v podstatě jediný, který má tento magický charakter. A stejně tak i toho magického v tomto románu je velice pomálu. Je pravda, že mám Marqueze a podobné autory velice ráda a v podstatě vím, že se mi to v té mé tvorbě vrací, to, že jsem je neustále četla v době dospívání. Vytvořilo to vlastně určitou část mě samotné, takže ani si neuvědomuji, že se těmito autory inspiruji. A je to něco, co vlastně i s další a cizí literaturou ve mně vytvořilo jakousi vnitřní náladu. Byla to i literatura japonská nebo anglicky psaná. A když jsem dávala text editorovi, tak jsem se bála, že mi ho odmítne, že mi řekne, že jako Francouzka na takovýto text nemám právo, že bych měla být vlastně cizinkou, abych si něco takového mohla dovolit napsat. Ovšem nakonec se ukázalo, že tyto obavy byly neopodstatněné a nikdo mi v podstatě tento text nikdy nevyčítal. Také jsem se bála, že mi budou vyčítat, že jsem nikdy v Jižní Americe nebyla a jak si mohu dovolit psát něco takového. A nakonec se mě na to nikdo nikdy nezeptal a tedy problém se nevyskytl. Na začátku je pravda, že tento příběh začíná jako legenda, ovšem nakonec je velice realistický, takže bych chtěla zopakovat, že opravdu ten magický realismus je tam možná cítit, ale ta kniha samotná k němu přímo nepatří. Je vais procéder de la même façon que mon collègue. Donc, tout d'abord, je vais poser la question en français, après je vais la traduire en tchèque. Vous avez dit une chose très intéressante qui m'a très frappé, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur français,
dans votre esprit ou dans l'esprit de l'éditeur, vous avez le droit à écrire d'une certaine façon. C'est très frappant. Alors, quelle est cette façon d'écriture? Si je peux vous poser la question, dans votre esprit et dans l'esprit de l'éditeur. Mě zaujalo velice, jak autorka říkala, že si myslela, že jí francouzský vydavatel řekne, že nemá právo jakožto Francouzka psát tímto způsobem. Tak jsem se jí zeptal, jak si myslí, že tady má právo psát, po případě, co si tady myslí autor, nebo jak si myslí autor, aby psal tak. Alors je ne sais pas si c'est comme ça en République tchèque. Si au fond on attend d'un écrivain tchèque qui parle de la République tchèque. Nevím, jestli je to v České republice také tak, že očekáváme od autora, že bude, když je Čech nebo z České republiky, že bude o České republice mluvit. Mais au fond, en France, pendant longtemps, il était évident qu'il fallait parler il fallait que ça se passe en France. Ce qui était perturbant dans mes textes, je pense au départ, pour beaucoup, c'est que tous mes livres se déroulent dans des endroits imaginaires. A ve Francii to tak určitý čas bylo, že všichni očekávali, že pokud jste francouzský spisovatel, vaše romány se budou odehrávat ve Francii. A v tomto okamžiku nebo v tomto bodě jsem se začala lišit, protože všechny moje romány se odehrávají v místech, která jsou vymyšlená. Et il y a 10 ans, quand j'ai commencé à publier des romans, on me disait, les journalistes, les éditeurs, me disaient, rapproche-toi plus du réel. Choisis quelque chose au coin de ta rue. Je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que si j'ai essayé, ça se passait au coin de ma rue, mais évidemment, il se passait quelque chose. Évidemment, je ne sais quelle bestiole sortait des égouts et voilà, et ça y est, j'étais emportée ailleurs. A já jsem v podstatě, je to 10 let, co publikuji knihy a všichni mi říkali, že bych se měla nějak té Francii přiblížit, aby to bylo více cítit realitou a já jsem zjistila, že to vlastně neumím, že i když se snažím na začátku to místo mít realistické, tak vždycky najednou se mi objeví různá stvoření, zvířata, vyšlené věci a najednou se ocnu někde úplně jinde. Ce qui est toujours drôle, c'est que ce qui avant, pour eux, il y a 10 ans, pour tous ces gens-là, faisait que mes livres ils avaient moins de public, fait que maintenant, ils expliquent le succès de ces livres-là en disant, c'est parce que c'est tellement singulier, comme ils disent toujours, c'est tellement différent. Donc je crois que voilà, à chaque fois qu'il y a un élément, on peut lui donner. Et avec la même cause, évidemment, il peut se passer des choses très très différentes. Na začátku ty mé romány nebyly tak úspěšné a všichni říkali, že je to kvůli tomu, že se dějí někde úplně jinde. Ovšem teď, když začínám být úspěšnější spisovatelkou, tak opět začínají říkat, že je to díky jejich jedinečnosti a zvláštnosti, že se dostávají vlastně do kurzu, do módy. Takže vždycky záleží na tom, jak si to ty lidé vysvětlí. Je crois qu'on m'a tellement répété ça depuis toujours que j'avais cette espèce d'imagination très fertile qui me permettait d'inventer des mondes, des pays, des lieux, et en me disant que c'était quand même un petit peu un problème, qu'en fait moi-même je me demande toujours si ça va passer, si je peux faire ça. Donc c'est vrai que ce qui m'amuse et ce qui me plaît et ce qui m'a toujours porté vers l'écriture, c'est l'invention d'un monde. J'adore ça, c'est que ça ait l'air vrai. Ça ne le soit pas, mais que ça soit le plus proche possible du réel. Parce que c'est très excitant l'idée que tu peux être totalement libre de faire ce que tu veux dans un endroit comme Vatapuna ou La Omeria. J'invente des végétations, j'invente un climat, j'invente des coutumes. Et tout a l'air au plus proche de la réalité. Mais évidemment, tout ça, je me suis permis énormément de dérogations. Tu comprends, tu vois? Všichni mi od začátku opakovali, že mám velice bujnou fantazii a nebylo poznat, jestli jsou z toho nadšení, nebo jestli je to spíš tak trošku maličkatý problém pro ně. A od začátku mě velice bavilo vymýšlení vlastních světů,
vytvoření něčeho, co neexistuje, ale co by vlastně mohlo být skutečné, co se tomu skutečnému podobá. Když tyto světy vymýšlím, tak si připadám svobodná, je to pro mě vzrušující cesta a vlastně to, že si můžu vymyslet zvyky toho světa, vegetaci, zvířata, mě vlastně do toho světa postavuje, přibližuje a tak tyto světy tvořím a snažím se, aby byly realistické, aby se jim dalo uvěřit, ale přesto zůstávají smyšlené. Poslední dotaz, za chvilku začíná další čtení. Bonsoir, j'ai lu votre album La très petite Zébuline et quelquefois ça me rappelait la poétique de Lewis Carroll. Est-ce que vous aimez cet auteur et est-ce qu'il vous a inspiré? Četla jsem vaše album, obrázkovou knížku pro děti, Maličká Zebulin a zajímalo by mě, protože mi místy připomínala poetiku Lewise Carrolla, jestli vás tento autor inspiroval. Quand j'ai écrit cet album, je n'y pensais pas. C'est ça qui est toujours étonnant, c'est le fait que toutes les lectures, comme je disais tout à l'heure, toutes les lectures, ça crée une espèce de... Comment dire? C'est des couches de quelque chose, c'est un terrain dans lequel on a planté énormément de choses depuis qu'on est enfant. Et ça va donner quelque chose après. Je n'ai pas pensé à Lewis Carroll quand je l'ai écrit, mais... Évidemment, l'éditeur de Lewis Carroll en France, après m'a dit, ça me fait penser à Lewis Carroll, et il m'a demandé d'écrire la préface à Alice au Pays des Merveilles. Et donc c'est chouette, comme évidemment c'est très agréable d'une part, mais c'est étonnant comme quand on écrit de façon, enfin en tout cas moi c'est ma pratique de l'écriture, on écrit de façon très inconsciente et vraiment dans l'obscurité. Et tant mieux, d'ailleurs, qu'on ne voit pas tout ça, sinon ce serait trop impressionnant, je pense. Un peu handicapant. V okamžiku, když jsem toto album Malička Zebulin psala, tak mě to nenapadlo. A až když jsem tu knihu donesla vydavateli, tak mi řekl, ale ono se to podobá. A tady můžu zopakovat to, co jsem již říkala. Člověk je v podstatě jako krajina, do které během svého života zasazuje jako rostliny, knížky jako rostliny a vlastně všechna ta četba se na sebe naskládá a když něco tvořím, tak si neuvědomuji, že se to něčemu podobá. Ale je pravda, že i vydavatel Karola mi říkal, že se to podobá a požádal mě, abych napsala předmluvu pro Alenku. Takže se snažím, aby vlastně ty věci, které inspirují moje knihy, zůstaly skryté, aby to zůstalo více tajemné, protože kdybych všechno odkryla i v sama sobě, ztratilo by to svoje kouzlo. Takže já vám děkuji za to, že jste dneska přišli. Dovolím se tento večer ukončit a doufám, že se tady uvidíme i příště. Je vous remercie pour votre lecture. Merci à vous, merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous ce soir.